connectez-vous sur Facebook. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci de me rejoindre pour le 4e épisode de la série La folle histoire de Bim.com. Alors, j'espère que vous avez suivi les derniers épisodes, les 3 derniers depuis les 3 dernières semaines. J'ai parlé de pas mal de choses. En tout cas, chaque semaine, vous êtes des centaines à suivre le podcast et les vidéos sur Facebook. Et donc, d'abord, je vous en remercie, c'est cool. Je ne savais pas du tout que ça allait avoir autant de succès, cette histoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de raconter cette histoire il y a quelques mois de cela. J'ai commencé il y a 3 semaines. Dans un objectif précis, de raconter une histoire d'un entrepreneur, moi, quand j'ai lancé un certain concept totalement innovant. Je ne savais pas que ça allait marcher. Je ne savais pas que ça allait cartonner. Je ne savais pas que ça allait aller aussi loin. Je ne savais pas que ça allait me changer complètement ma vie. Et donc, j'ai décidé de raconter cette histoire en live pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une grosse période de ma vie qui a duré 5 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des répercussions en bien sur moi. J'ai beaucoup appris. Et je voulais partager en fait cette histoire. J'ai surtout envie d'en faire un livre. Mais comme je suis un peu nul en écriture de bouquins, parce que j'en ai jamais écrit, j'ai décidé en fait d'écrire ce bouquin à l'oral. Et donc, pendant quelques semaines encore, je vais raconter chaque semaine, jeudi soir à 17h30, un épisode. Et dans le but qu'il soit retranscrit et j'en fasse un livre. Parce que c'est une grosse période de ma vie qui est très importante, qui aussi m'aide aujourd'hui et au jour le jour, au quotidien, de former plus de négociateurs, de former plus de managers, de former plus de directeurs d'agence pour développer leur concept, pour essayer d'arriver à un certain niveau, que ce soit numérique, digital, en termes de communication, pour aller loin. L'immobilier, c'est un monde qui existe depuis très très longtemps, qui est un peu poussiéreux. J'ai toujours voulu faire bouger un peu les lignes. J'ai toujours voulu faire quelque chose d'assez intéressant, d'assez innovant. J'ai réussi à faire quelque chose d'assez génial à l'époque, Bim.com. Et aujourd'hui, je continue. J'ai beaucoup appris. J'ai amélioré mes méthodes, j'ai amélioré mes techniques. Et tout ce que j'ai fait à l'époque, aujourd'hui, c'est en mieux. Parce que j'ai beaucoup appris. Bim.com a commencé en 2011, ça s'est fermé en 2015 pour plein de raisons. Et depuis 3 semaines, je raconte cette histoire. Comment j'ai créé, comment j'ai fait évoluer la machine, comment je l'ai fait monter en puissance. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais jamais combien de temps va durer un épisode. Et dans quelques semaines, vous verrez pourquoi j'ai fermé au final. Mais aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 4. On n'a même pas encore dépassé la première année. Et je vais vous raconter l'histoire de la marque. Donc voilà, nous voilà sur un épisode. Alors, partez du principe que tout ce que je dis là maintenant, c'est en live. J'ai aucun script en face de moi, j'ai pas de scénario, j'ai que ma mémoire et mon micro et je vous parle en totale improvisation. Alors, c'est une improvisation, c'est vrai, totalement, mais tout est dans ma mémoire. C'est comme si je n'avais rien oublié. Ce qui est vraiment génial dans ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que c'est comme si j'étais dans Retour vers le futur avec la DeLorean et je suis en train de me rappeler de tout ce qui s'est passé à l'époque. Je vous assure une chose, c'est qu'après chaque épisode, chaque jeudi, je mets du temps à me déconnecter de cette histoire. À chaque fois que je ferme le micro, à chaque fois que je ferme la vidéo, c'est comme si je suis re-rentré dans le personnage de l'époque. Avec la motivation que j'avais à l'époque, avec l'énergie que j'avais à l'époque. Alors j'espère que le son est bon et que vous m'entendez tous. Et donc, à chaque fois, j'ai du mal à me séparer de tout ça. Mais j'adore en fait re-rentrer dans cette énergie que j'avais à l'époque, même si j'en ai encore aujourd'hui. Mais savoir que vous suivez les podcasts, savoir que vous écoutez les replays, regardez les commentaires que vous m'envoyez, que ce soit par mail ou ailleurs. Donc, je pense que ça aide des gens. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai reçu beaucoup de mails et les gens me disent « Ah, je savais pas que c'était toi qui as fait tout ça, je savais pas les difficultés que tu avais eues, maintenant je commence à mieux te connaître. » Et donc, c'est à peu près l'idée de toute cette histoire. Je vous assure que profondément en moi, j'ai aucune envie, quand je raconte de cette histoire, je n'ai aucune envie de me vanter ou vous en mettre plein la vue. C'est pas du tout ça, parce que cette histoire, elle m'a causé énormément de problèmes, mais en même temps, j'ai appris énormément de choses. Ça a été un énorme succès
qui s'est fini d'une certaine manière mal, 5 ans plus tard. J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai divorcé, j'ai eu des problèmes de santé, il y a eu enfin des tonnes de choses que j'ai pas encore racontées parce que je suis en train de raconter ça par épisode, chaque jeudi un nouvel épisode, mais vous verrez que c'était d'un côté magnifique, les millions qui ont été générés, d'un autre côté il y a les problèmes qui sont venus et comment on apprend en fait de ses erreurs. Et toute cette histoire, c'est justement pas pour me vanter d'un succès, mais essayer d'aider ceux qui pourront écouter cette histoire, d'abord de ne pas répéter les erreurs que j'ai pu faire. Et si je pouvais vous aider à prévoir les prochains tournants que vous allez vivre dans votre vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agent immobilier, en tant que négociateur, eh ben, j'aurais accompli ma mission. J'ai envie de raconter aussi cette histoire aussi pour mes enfants, aussi pour qui sont encore jeunes, et j'ai envie de leur dire voilà pourquoi papa il n'était pas si disponible que ça à l'époque. J'ai envie de laisser en fait une trace de cette histoire quelque part, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en bouquin plus tard. Donc pour moi c'est une sorte je sais pas en fait comment je pourrais appeler ça, mais voilà, j'ai envie de raconter cette histoire point à la ligne. Donc j'espère que ça vous aide et n'hésitez pas à me poser des questions parce que je dis pas spécialement tout parce que sinon je passerai 5 ans à vous raconter, donc je prends des raccourcis. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un passage très très important. La société telle que je l'avais créée en 2011 avec un associé, le nom, je vous en avais parlé un tout petit peu la dernière fois, le nom au départ c'était pas BIM.com, le nom au départ de la société est la marque qu'on avait créé au départ, qui était aujourd'hui avec beaucoup de recul, c'était une marque de merde, tout simplement. Phoeniximo, il y avait Phoenix parce que en tant qu'entrepreneur, mon associé et moi, on pensait que c'était un mot qui pourrait refléter un peu notre état d'esprit d'entrepreneur. Le phénix était un oiseau de légende qui renaît de ses cendres. On pensait que ça nous parlait, que c'était intéressant pour nous de s'afficher comme ça. Au départ, c'était ça. On a mis IMO derrière et on s'est dit, hop, ça va cartonner. On a lancé la machine avec un logo de merde que j'avais créé moi-même. Je suis pas un artiste, mais il fallait bien faire des choses. Donc, je prends mon petit Photoshop, je travaille dessus. Même si avec les années, je me suis amélioré sur la création d'images et de photos, à l'époque, c'était quand même assez moche, c'était pourri en fait. Mais voilà, j'ai lancé la machine, il fallait bien. Moi, j'ai une expression qui dit vaut mieux vaut mieux le fait que parfait. C'est-à-dire, j'ai préféré lancer quelque chose qui n'était pas au top. D'abord parce que j'avais pas les moyens à ce moment-là, lorsque j'ai lancé, de prendre des graphistes, une boîte de communication, une agence de communication pour m'aider, ça coûtait beaucoup d'argent, donc j'avais pas les moyens au moment du lancement de faire quelque chose de propre, de nickel. J'ai dit d'abord on lance, on voit si ça marche, après on verra ce qui va se passer. Donc on n'est même pas encore dans notre première année, on n'est pas encore on est fin 2011, début 2012, et 3 mois avant qu'on lance la marque, je commençais déjà à en avoir ras-le-bol de ce nom Phoeniximo, qui était moche. Le logo était basé sur l'image d'une marque de bière Greenbergen. Alors, si vous êtes sur Facebook, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez le son comme il le faut? Parce que j'ai l'impression que ça coupe de temps en temps. Mais j'ai vraiment pas envie que ça vous gêne. Mais faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Voilà, c'est une question peut-être de réseau ou autre, mais faites-moi savoir, comme ça, si je peux corriger quelque chose, je le corrige. Et donc, à l'époque, et je vous enverrai, si vous voulez voir le logo, parce qu'il n'est pas sur Internet, mais si vous voulez voir le logo, je vous enverrai si vous envoyez un mail à bimm, @lepodcast.pro, et je vous enverrai le logo de l'époque. Mais c'était moche en fait. À chercher le Greenbergen sur Google, vous allez voir un aigle, enfin une sorte de phoenix. J'avais pris cet aigle-là, je l'avais mis sur des cartes de visite, on a mis les stamps marron, c'était totalement moche. Il n'y avait aucune charte graphique intéressante, c'était tout pourri. Et pourtant, ça a fonctionné, avec ça on a recruté 90, 100, 120 négociateurs, ça marchait bien. Eux, ils se plaignaient pas du logo, ils en avaient peut-être rien à faire, parce que le concept était intéressant. À l'époque... Ok, merci. À l'époque, les gens, ils s'en foutaient en fait du logo, ils avaient aussi peu de goût que moi. Et moi, je trouvais ça moche. Après quelques mois déjà dans l'activité, je me suis dit, putain, c'est tellement dégueulasse, il faut qu'on change. Et on commençait à faire entrer un peu de sous, et je me suis dit, il faut qu'on change. C'est vraiment, vraiment dégueulasse ce logo.
Je me retournais vers mon associé, on dit il faut qu'on change, on fasse quelque chose, mais il n'y avait pas assez d'argent pour se dire bon, on va prendre une boîte de com. Euh, je trouvais pas de nom. On a essayé de réfléchir ensemble, on a fait des brainstorming ensemble. On trouvait pas rien d'intéressant, rien de transcendant. Mais je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on faisait rentrer un peu de sous. Il y avait des commissions qui rentraient. On commençait à faire un peu de chiffre d'affaires. Notre première année, qui n'était pas encore finie, là, je suis encore seulement dans la première année depuis ces 4 épisodes. Et on était presque dans les 200 000 euros de chiffre d'affaires à peine. On n'avait même pas encore atteint ce chiffre d'affaires. On n'avait même pas encore tout encaissé, mais il y avait un peu d'argent qui rentrait. Et on espérait que ça allait se développer, que ça allait aller plus loin. Et moi, je trouvais notre marque dégueulasse. Quand je regardais ce qui se passait autour de nous, je me suis dit, bon, on n'est pas terrible, le site est moche, il était fonctionnel, on avait un logiciel qui marchait, les négociateurs faisaient des ventes, mais c'était moche. À mon sens, tout ce qu'on avait, c'était moche. Et je me suis dit, on ne pourra pas se développer comme ça. On a l'air vraiment de gens nazes. Techniquement, technologiquement, on est bon, le concept est bon, l'idée est bonne, la motivation est bonne, l'énergie est bonne, mais ça ne se reflète pas dans notre marque. Donc, comme j'avais la tête dans le guidon, et ça, c'est un gros problème chez n'importe quel entrepreneur, à force d'être dans le travail, on démarche des clients, on fait les formations, on prospecte, on fait de la communication, etc. On n'a même pas le temps de prendre du recul pour voir ce qui se passe en réalité au fond de la boîte. On voit pas ce qui se passe. On a les yeux comme ça arrivés vers le travail et on est incapable de repérer les erreurs. Et si les gens nous disent pas quelles sont les erreurs, on est incapable de les voir. Donc, il fallait prendre un peu de hauteur. Et ça, c'était problématique. C'était vraiment problématique. Donc, euh, on en parle, on cherche, on trouve rien. À un moment donné, je me dis, bon, il faut que j'arrête de faire confiance à mon talent d'artiste et il faut que je trouve quelqu'un d'autre qui va venir m'aider, qui va essayer de trouver une idée artistique intéressante euh, et peut-être qu'on va nous aider. Donc, j'ai appelé peut-être une dizaine d'agences de communication dans l'immobilier. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte pourquoi toutes les agences immobilières n'ont rien d'intéressant en termes de communication, comme moi, à cette époque-là. Pourquoi toutes les agences immobilières se ressemblent? Pourquoi tous les logos des agences immobilières, il y a une maison et une porte et une clé? Si vous regardez sur Internet, toutes les agences immobilières se ressemblent. Hop, des affiches à 4 partout, des logos avec des toits, des clés, des poignées de main des gens qui se serrent la main. Tout ce qui se passe dans l'immobilier me paraissait tellement nul. Et au départ, je ne savais pas pourquoi, et je ne m'étais même pas posé la question. Et c'est en recherchant les agences de communication de l'époque que je me rends compte, en fait, pourquoi ils étaient tous nuls, en fait. C'est parce que toutes les agences immobilières travaillaient avec les mêmes agences de com. Et donc, je les appelle à peu près toutes, et je les reçois tous en entretien, en rendez-vous, ils sont venus au bureau, dans le 12e à l'époque, et ils me présentent tous leur façon et leur catalogue de travail. Et la façon dont ils me présentaient leur service et leur qualité de service et leur qualité de communication, c'était quoi? Ils me montraient les flyers de toutes les agences immobilières que je connaissais. Ils disent, ah, vous êtes un réseau, regardez, j'ai plein de flyers. Ils me montrent Century 21, Eraor, puis Foncia, Guillaume, etc., City, tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour eux. Vous voulez la même chose? Choisissez, je vous fais la même chose. Après, il dit, non, mais je veux pas la même chose, je veux autre chose. Il dit, ah, les cartes de visite, regardez, on va vous faire ça, ça, ça. Quelle couleur vous voulez? Bleu, hop, vous faites un truc bleu. Et il me montrait des logos avec des montres, avec des toits, avec des clés. Je dis, mais c'est de la merde. Et je leur disais, je veux pas tout ça. Je veux une charte graphique exceptionnelle. Je veux quelque chose de totalement différent. Je veux un logo qui claque. Et alors, dans mon cahier des charges que j'avais rédigé, j'avais une seule envie, c'est de trouver un nom et une marque sans le mot IMO dedans. Je supportais plus voir des agences comme ça où il y a marqué truc IMO, truc IMO. J'en avais ras-le-bol en fait de voir IMO. J'ai dit j'ai un concept, j'ai une idée géniale, mon truc fonctionne. J'ai pas envie spécialement d'avoir une marque qui ressemble à tous. Je mets un mot Phoenix et hop IMO dedans, hop Phoenix IMO, c'est une marque. Je trouvais ça nul. Bien sûr, c'était notre idée, mais je trouvais ça totalement nul. Je dis, je veux pas être comme les autres, point. Je veux quelque chose qui claque, je veux quelque chose qui marque les esprits, et je veux surtout avoir un nom d'une marque où il n'y a pas IMO dedans. Et je voulais que ça choque. Et les boîtes de communication qui sont venues me voir,
Ils m'ont proposé la même chose que tout le monde. Personne n'était capable de me trouver un nom. Ils me disaient, ouais, si vous voulez qu'on cherche des noms, ça va vous coûter 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. On va prendre des gens intelligents, des copywriters, etc. Je dis, bon, laissez tomber. Vous n'êtes pas assez intelligent vous-même, laissez tomber. Vous n'êtes pas des artistes comme moi, laissez tomber. Et toutes les chartes graphiques qu'ils me montraient, c'était des copier-coller de tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Si vous regardez les agences immobilières, et moi j'ai un paquet de flyers dans les mains parce qu'à chaque fois je regarde ce qui se passe, il y a quelque chose qui a évolué. La dernière fois, j'ai fait une formation, une vidéo sur YouTube sur le boitage. Des quantités astronomiques de flyers qui tombent dans votre toilette jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. J'ai un client qui recherche pour vous, etc., etc. Toujours des logos avec des maisons. Et c'est toujours moche. Et moi, je voulais pas être comme les autres. Juste pas être comme les autres. Peu importe si c'était mieux ou pas, l'essentiel, c'est d'être différent. Je suis peut-être pas un artiste, mais j'y connais un grand paquet sur le marketing, sur la communication. Et si jamais on n'essaye pas de se différencier, on est foutu. J'étais incapable d'imaginer quelque chose de puissant, mais je savais qu'il fallait que je sois différent. Donc, j'ai fait à peu près une dizaine d'agences de communication. Pour moi, c'était tous des nazes. Je dis, je laisse tomber. Et de l'autre côté, j'avais toujours pas trouvé de solution. Un jour, après à peu près, je sais pas moi, quelques semaines, où on avait commencé à réfléchir à chercher des boîtes de communication, mon associé, il revient un matin, comme ça au boulot, il me dit, Daniel, j'ai rencontré des gens hier dans une soirée, ça serait intéressant qu'on les rencontre. Il avait rencontré un jeune homme, et d'ailleurs, vous allez voir, en fait, l'histoire, ce sont... Bon, je vais raconter, après vous verrez. Et il avait rencontré un jeune homme qui avait à peu près le même point commun que lui. Les deux, ils adoraient les montres de marque, etc. Et ils avaient discuté ensemble. Et par hasard, ce jeune homme, alors je ne vais pas citer de nom de qui que ce soit en bien ou en mal, parce que c'est pas important. J'ai pas envie de faire de la pub aux gens. Et s'ils veulent, ben, je voudrais bien faire un entretien avec eux en podcast et on en reparlera avec un grand plaisir. Mais je vais raconter l'histoire telle que ça s'est passé. Et donc, il me dit, voilà, ces gens-là, enfin, ce jeune homme, apparemment, il est intéressant, ils ont une boîte de com, et ils réfléchissent comme nous. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Alors, je dis, ils sont dans l'immobilier? Non. Alors, super, ramène-les. En fait, j'en avais ras-le-bol de parler à des boîtes qui travaillaient dans l'IMO. J'ai dit, je veux quelque chose de différent. Donc, je voulais pas des gens qui étaient dans l'immobilier. Et donc, on fait un rendez-vous avec ces... Alors au départ, je croyais qu'il y avait qu'une seule personne, et au final, ils sont trois. Ils arrivent trois jeunes hommes, plus jeunes que moi déjà. Euh, Ils arrivent en rendez-vous. Sympathique, cool, super, plein d'énergie. Et on passe le premier rendez-vous qu'on a ensemble, ils viennent au bureau. Et je crois qu'on a passé 6 heures à parler. 6 heures. Et pendant, je crois, 6 heures ou 4 heures, mais en tout cas, ça a duré toute l'après-midi. Pendant des heures, on a discuté de l'idée que j'avais dès le départ, comment ça a évolué, où j'ai envie d'aller. Je leur parlais du passé, je leur parlais du présent. Et surtout, je leur parlais du futur, où je comptais emmener cette boîte, jusqu'à où je voulais pousser l'innovation, jusqu'à pourquoi c'était si important pour moi de recruter plein de négociateurs, pourquoi c'était si important pour moi la formation, pourquoi c'était si important pour moi la vidéoconférence, pourquoi c'était si important toutes les choses que j'avais mis en place. Et on parle pendant des heures, pendant des heures. Et à chaque fois que je disais des choses, ils étaient ils posaient plein de questions. Et à chaque fois qu'ils disaient oui, mais si tu fais ça, ben tu vas te faire avoir ici. Ben, j'avais réponse à tout, comme un peu Macron lorsqu'il fait des réunions des maires de France. Et, et j'avais pensé à tout presque, parce que c'était un concept que j'avais déjà dans mon cerveau depuis des mois, des années. Et je leur disais, voilà, je pense faire ça, je compte faire ça, je veux faire ça, je veux prendre une grosse part de marché, je veux être le meilleur sur la place. Et à chaque fois, ça leur faisait un effet waouh, etc. Et on discute pendant des heures, et à la fin du rendez-vous, je leur dis exactement ce que je cherche. Je veux une charte graphique complète qui change de tout au tout ce qui existe dans l'immobilier. Je veux être reconnaissable parmi toutes les marques. Je veux avoir un nom de marque exceptionnel où il n'y a pas le mot IMO dedans. Je veux que ça claque. Et, euh, et après, bien sûr, il fallait refaire les cartes de visite, le site internet, etc., etc. Bon, pendant 6 heures, on parle. Et à la fin, on se dit au revoir, mais on se donne un planning comme ça. Il me dit, demain, on te rappelle, on te donne le devis, et après, on voit ce qu'on fait. Ok.
Après un rendez-vous où j'ai parlé pendant 6 heures, enfin on avait échangé, mais j'avais parlé pendant très 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 longtemps. Je me rappelle que j'avais raconté toute ma vie en fait à ces jeunes-là. Et le lendemain ou le surlendemain, je me rappelle plus exactement, il m'envoie un devis avec un chiffre dans les 30 000 euros, un truc pareil. Alors bien sûr, à cette époque-là, on n'avait pas les 30 000. Je me rappelle plus exactement, mais c'était à peu près dans les 20 ou 30 000 euros. Beaucoup d'argent pour l'époque. Et donc, à cette époque-là, dans notre première année, il n'y avait pas les 30 000 euros cash. Et même si je les avais, j'étais pas sûr de vouloir leur payer parce que je les connaissais pas du tout, ces jeunes-là. Donc, pour l'instant, ils avaient que écouté mon idée, mais ils ne m'avaient pas donné d'idée, eux. Mais comme il y avait une certaine énergie entre nous, il y avait un certain feeling qui s'était créé, je me suis dit, c'est intéressant, on peut faire des choses, mais je ne savais pas encore. En tout cas, quand ils m'ont envoyé le devis, je leur ai dit, écoutez, revenez me voir, comme ça on négocie un peu. Et ils sont revenus me voir 1 ou 2 jours plus tard. Et non, ils sont pas tous venus. Il y avait que apparemment le chef parmi les trois. Euh, et il est venu et on a discuté. Et je lui ai dit voilà, c'est simple. On n'a pas d'argent. Voilà, tu veux 30 000 et j'ai pas l'argent pour toi maintenant. Et pourtant, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Donc, on a négocié pendant des heures, des heures, des heures. Et au final, on tombe sur un accord. Je lui dis, voilà, c'est simple. On commence à te payer dans 6 mois, quand ça sera créé, et je vais te payer en paiement pendant tant et tant de mois. Au fur et à mesure, on est tombé sur un montant pour les payer mensuellement. On s'est arrangé sur un accord. Et ça, bien sûr, c'est très important de savoir négocier parce que sinon, on peut pas avancer. Donc, je les ai bien négociés. Ils étaient d'accord sur le deal. Moi, j'étais d'accord sur le deal. Pour l'instant, on pouvait ne pas sortir d'argent. Donc, c'était important, la trésorerie, c'est important dans un business. Euh, Tant que le deal était bon pour les deux, j'étais content. Donc, ils s'en vont, mais par contre, on se fixe un planning. Et je leur dis, voilà, dans le cas où on fait affaire maintenant, dans combien de temps tu penses que ça va sortir? Et on tombe d'accord sur un agenda que une fois par semaine, on se voit pour que je puisse continuer à leur raconter mes salades. Parce que pour eux, c'était très important d'écouter et de comprendre en profondeur mes envies et pour essayer de se connecter avec mon cerveau, notre cerveau, pour voir si comment ils allaient trouver quelque chose pour moi. Ils devaient réfléchir à ma place, donc ils devaient se rapprocher au plus près de nos désirs et de nos ambitions. Et donc, pendant à peu près, je pense, ça a duré 3 mois, un truc comme ça. Euh, et pendant à peu près 3 mois, toutes les semaines, ou à peu près toutes les semaines, on se voyait tous les vendredis et on passait des heures à discuter. Vraiment, vraiment, on discutait de tout parce que j'étais en train de développer un logiciel que je pensais qu'il allait être un gros changement dans l'immobilier, ce qui a été le cas quelques années plus tard. J'avais des idées de développement qui étaient assez uniques en France. J'avais des envies de toucher à toute la France, voire toute l'Europe. J'avais vraiment des ambitions, enfin, on avait beaucoup d'ambitions et à chaque fois que je leur racontais pourquoi je voulais faire ça, etc., toutes les semaines, à chaque fois on parlait d'un sujet et ça partait sur des heures de discussion et à chaque fois on buvait un peu de bière ici et là et on s'ouvrait, on s'ouvrait, on s'ouvrait. Il s'est passé quelques semaines, quelques mois, jusqu'à un moment donné, ils arrivent ils arrivent en me disant Daniel, on a peut-être quelque chose pour toi, il faut absolument qu'on se voit. Donc, ça faisait un peu flipper, en fait, ce rendez-vous quand il allait arriver, parce que le jour où ce rendez-vous arrive, ça voudra dire qu'ils ont quelque chose d'intéressant, ça voudra dire qu'il faut prendre des décisions, et ça voudra dire aussi qu'il faut commencer à payer. Et ça voudra dire qu'il fallait changer complètement la communication et faire un très gros travail pour lancer une machine encore plus puissante que ce qu'on avait. Donc, on se prépare pour ce rendez-vous, et ça tombe un certain vendredi, parce que moi, personnellement, le vendredi, et depuis des années, je fais ça, depuis que je suis entrepreneur, je ne bosse pas le week-end. Et ça fait depuis 20 ans. Je ne peux pas supporter de travailler le week-end, le samedi, dimanche. Et quand je travaille pendant la semaine, je travaille très dur, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, j'essaye de mettre le vendredi pour de la réflexion, de la créativité, des rendez-vous. Et donc, tous mes rendez-vous où je devais justement réfléchir avec eux et prendre des décisions créatives, j'essayais de les fixer le vendredi. Donc, on fixe un rendez-vous le vendredi et il arrive à 3. Alors, parmi les 3 personnes, il y en avait
Des fois, on avait fait, pendant ces dernières semaines, on avait fait des rendez-vous séparés. Il y en avait un qui était plutôt un artiste. C'est-à-dire qu'il était même, je crois, acteur en théâtre, il faisait des pubs, etc. Donc c'était plutôt le foufou de la bande, et qui était génial, ce gars-là, vraiment génial. Euh, et j'adorais parler avec lui, c'était super intéressant de discuter avec lui. Il était vraiment fou, aussi fou que moi. Après, il y en avait un autre qui était plus dans les chiffres, dans les calculs, dans la réflexion, dans le marketing, dans plein de trucs. Et il y en avait un autre qui était un peu de tout, un mélange de tout, qui était aussi fou que les autres, mais il avait une réflexion un peu plus globale. Et c'était intéressant de les voir travailler ensemble. Et donc, on avait fait à chaque fois des rendez-vous séparés. Des fois, il m'appelait au téléphone, il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? Et si jamais on faisait ça, qu'est-ce que tu en penses? Et c'était super intéressant. Il y avait des échanges toujours puissants avec eux parce que chacun, il apportait son truc. Et plus on avançait, plus j'adorais bosser avec ces gens-là. Et, euh, et, euh, et donc, un jour, on fixe un rendez-vous. On fixe un rendez-vous, c'est un certain vendredi, on, on prépare le café, les croissants, les trucs. Et comme ça a duré longtemps, on avait même préparé des bières dans le frigo, au cas où ça fonctionne. Et on prend un rendez-vous. Donc, au départ, ils étaient venus. Alors, c'était vraiment un moment super, ultra marrant. Comment les choses se sont passées. Alors, ils sont venus avec rien à part une feuille, une feuille ou un clopin. Et ils me disent au téléphone, bien sûr, ouais, on a trouvé le nom et la marque pour toi. On l'a trouvé. Alors, je dis, bon, allez, on commence à parler, on commence à discuter. Et là, ils prennent un tableau blanc qu'il y avait dans mon bureau. À cette époque-là, on était dans le 12e. C'est très important pour les futurs podcasts et les futurs épisodes. À cette époque-là, on était dans le 12e, 97 boulevard Soult, une agence. Bon, il y avait du monde dans le bureau jusqu'à un certain moment. Et à un moment donné, on se retrouve tous les six en discussion. Et donc, ils viennent, ils me prennent le tableau blanc. Et ils ont leur petite liste dans une petite feuille, comme ça. Il dit, Daniel, on va te présenter les noms qu'on a trouvés pour toi. J'ai dit, d'accord, vas-y, allez-y, balancez la sauce. Et il commence à présenter le premier nom. Alors, je vais vous dire un truc. Ils m'ont sorti en tout 5 noms. Les 4 premiers, je me rappelle pas. Donc, je peux même pas vous donner les noms qui m'ont sorti parce que je m'en rappelle pas du tout. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit, voilà, le premier, c'était un truc, voilà, c'est ça. Et ils ont commencé à m'expliquer pourquoi c'était un nom génial, pourquoi il était différent des autres, qu'est-ce que ça représentait, etc., etc. Ils me font un petit laïus pendant un quart d'heure. Ils me racontent qu'ils ont vérifié sur Internet, qu'il n'y a pas un nom de domaine pris, qu'il n'y a pas de concurrent qui ressemble à ça, et qu'ils trouvaient ça génial, etc., etc., etc. Et, euh, et dès qu'ils ont fini, ils me disaient, qu'est-ce que t'en penses? Et pendant tout leur laïus et tout ce qu'ils m'expliquaient, je trouvais pas ça terrible. Je regardais mon associé, je fais qu'est-ce que t'en penses? euh, on avait des têtes comme ça. Bon, ouais, sympa. Et c'était le mot sympa qui sortait. Ouais, sympa, ouais, ça peut le faire, ouais, ouais. Et je leur disais, bon, c'est quoi le deuxième? Ils me sortent le deuxième, et encore une fois, la même histoire, avec plein d'écritures, ils avaient pris plein de notes, ça c'est ça, on a trouvé ce nom-là, ça ressemble un peu à ça pourrait représenter de la force, de l'énergie, du modernisme, etc., etc. Ils me racontent leur histoire, encore une fois, le premier mot, la première marque, la deuxième marque, la troisième marque et la quatrième marque, à chaque fois, je regarde mon associé comme ça, je fais qu'est-ce que t'en penses? Ouais, sympa. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Ouais, on peut faire. Alors, on se prenait la tête. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je préfère le 2. Ouais, je préfère le 3, etc. On a fait un brainstorming qui a duré à peu près 3 heures, comme ça, rien que sur les noms. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est ce qui se passe avec le cinquième. Et bon, ils m'ont dit, alors, qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Alors, ils m'avaient pas dit qu'il y en avait 5. Hein. Et au départ, ils me disaient, on en a 4 à proposer, et tu dois choisir parmi les 4. Et donc, quand ils ont fini leur carte, comme ça, et qu'on n'était pas chaud du tout, pas chaud du tout, mais on était en train de choisir parmi les 4, euh, à la fin, je leur dis, mais ouais, bon, il n'y a pas mieux, non, c'est le top de ce que vous avez pu trouver. Et j'étais pas très content parce que j'étais même déçu parce que avec le prix qu'ils m'avaient demandé, qui représentait dans les 25 000 ou 30 000 euros, je me suis dit, à ce prix-là, j'aurais dû déjà sauter sur la chaise, ouvrir le champagne
et sauter comme un fou en disant, voilà, j'ai trouvé la meilleure marque avec la meilleure boîte de communication. Alors c'est vrai que c'était original, et rien de transcendant, mais je me voyais pas du tout avec les noms, et je vous le dis, c'est la vérité, je me rappelle pas du tout des noms qui m'ont sorti à l'époque. Je m'en fous même, parce que c'était pas du tout intéressant. Et je trouvais rien d'intéressant dans ce qu'ils me racontaient. Bon, je leur dis, c'est bon, c'est tout. Alors, j'étais prêt à leur dire, bah, écoutez les gars, rentrez chez vous, faites encore un brainstorming pendant quelques heures, revenez dans 2, 3 semaines, et après on voit. Pour l'instant, ça me chauffe pas. Et là, un des trois, et c'était l'artiste comme ça, des trois qui était vraiment génial dans sa façon de parler, sa façon de réfléchir. Il me dit, écoute Daniel, en fait, on en a un cinquième. Et ce cinquième là, on n'avait pas spécialement envie de te le dire, mais pour nous, c'est celui-là. C'est celui-là qui va cartonner. Je sais pourquoi vous m'avez pas prévenu avant, parce que d'abord on voulait voir si, d'abord c'est un mot spécial, c'est un truc spécial. Je suis pas sûr que tu vas accrocher, j'en sais rien, mais on savait pas si tu allais adorer les autres qu'on a vraiment, vraiment, vraiment vérifié. Et celui-là, on n'a pas vérifié, mais on pense réellement qu'il va changer totalement la donne. Et il me dit aussi, c'est un truc qu'on a trouvé hier soir. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant 3 mois pour trouver la liste des 4 mots. Et il me dit, celui qu'on a trouvé maintenant, qu'on a envie de te dire, on a un peu peur de te le dire, on l'a trouvé hier. Donc, la veille du rendez-vous. Et, et on s'est dit, peut-être qu'on va lui présenter. Alors, j'ai dit, accouche, arrête de me saouler, raconte-moi de quoi tu parles. Elle dit, ouais, mais on n'est pas sûr. Etc. Bon, allez, c'est bon, raconte. Alors il me dit comme ça, il me dit, et ça s'est à peu près passé comme ça. Hein. J'ai pas enregistré la conversation, donc je pourrais pas ressortir les textes exacts. Et là il me dit, écoute Daniel, depuis qu'on se voit, ça fait à peu près 3 mois. Ça a commencé presque. Depuis combien de temps on se connaît, Daniel? Il me dit, depuis qu'on se connaît, on discute avec toi, on passe des heures à discuter ensemble, et tu nous parles ton logiciel. À chaque fois qu'on te pose des questions, tu nous donnes des réponses. Et à chaque fois ça nous fait tilt. À chaque fois on discute chez nous au bureau à la fin, on se dit putain, mais quand il fait ça, s'il fait ça, bah, bim, il va cartonner avec ce truc-là. Si en plus il recrute comme ça, on fait comme ça, bah, c'est sûr que ça va cartonner. Bim, ils vont exploser, etc. Il me fait son petit discours comme ça. À chaque fois qu'on échange, tu nous transformes le cerveau. À chaque fois, ça nous fait bim dans la tête. Toute la journée, c'est bim, bim, bim comme ça. Et ça nous rendait fous. On comprenait pas ce qui se passait après chaque réunion. Pendant des mois, on parlait de tout ce que tu faisais. Notre cerveau, il travaille même plus avec d'autres clients. On pense qu'à toi, on pense qu'à ce que tu es en train de faire. Et à chaque fois qu'on essaye de contredire ce que tu dis, on dit mais non, si on sait, s'il fait ça, si un concurrent qui arrive là, ben, il va faire ça et bim, il réussit, ça cartonne et donc il finit la phrase comme ça. Et s'il fait ça, ça cartonne et bim et voilà, le mot c'est bim et silence. Silence. J'ai dit quoi? J'ai pas compris. Ben voilà, le mot c'est bim. Parce qu'à chaque fois qu'on parle avec toi, ça nous donne bim dans la tête. Comme ça. Il fait comme ça, hop, bim dans la tête. J'ai pas compris. C'est 30 000 balles pour ça? Et je fais oui, bim, c'est jeune, c'est dynamique, ça veut rien dire du tout. C'est une onomatopée qui est bien chez les jeunes, et on pense que c'est bien, on pense que c'est top. Fait, bon, et je, et je comprends pas vraiment. Je suis un peu dans le choc. Hein. Ben, j'ai un petit chaos debout comme ça. Je comprends pas tout ce qu'ils sont en train de me dire. Je connaissais même pas cette expression chez les jeunes, mais ils étaient en train de m'assurer que c'est le truc. Et d'un coup, ça commence à monter dans mon cerveau. Et là, je commence à comprendre. Et il me dit une onomatopée, bim, c'est genre ce qu'on voit dans les bandes dessinées, bim, etc. C'est un truc qui bouge. Et je commençais à réfléchir. Et c'est le seul moment où j'ai commencé à avoir des réactions. Et là, je regarde encore une fois mon assoce et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il fait, ouais, il y a un truc il se passe quelque chose. Il s'est passé quelques secondes en réalité. Tout ça, ça a pris quelques secondes. Je sais pas pourquoi dans l'image sur Facebook, il y a trop de brillance, il y a trop de lumière sur moi. Euh, et d'un coup, on commence à parler que de ça, que de ça, que de ça. Et en fait, compte, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, putain, c'est une superbe idée. Moi, ce qui me faisait chier, c'est qu'ils ont mis 3 mois pour trouver 4 mots et qu'au final, on va payer pour 10 minutes de la veille. Mais bien sûr, c'était pas la question maintenant, mais ça me saoulait un peu. Et là, on commence à extrapoler. Ouais, mais alors bim, comment on va l'écrire, etc. Donc, on se prend la tête pendant quelques heures de réunion sur comment on va écrire bim. Donc, au départ, c'était un mot. Donc, ils n'avaient même pas cherché si c'était disponible sur Internet. Ils n'avaient pas cherché s'il y avait une autre marque comme ça. Ils n'avaient rien cherché. Juste, ils avaient cette onomatopée comme ça dans leur tête, qui va bien sûr jouer beaucoup dans le futur, cette marque, et le fait de parler
avec un mot qui s'appelle BIM qui ne voulait rien dire du tout. Et donc, on réfléchissait comment on allait l'écrire. Alors, est-ce qu'on allait écrire B-I-M? Et là, on se rappelait du film avec, comment il s'appelle, Will Smith, IMB, non, comment ça s'appelle, MIB, Men in Black. Après, non, pas B-I-M, ça ne veut rien dire du tout. Et après, comment on allait l'écrire exactement? Donc, on se dit, bon, si on prenait BIM et on fait deux I, bon, ça marche comment et pourquoi? Et si on mettait un M et deux M, et donc il y avait IBM, les ordinateurs, etc., il fallait changer aussi la façon d'écrire. Donc, on a réfléchi pendant des heures. À la fin, on a trouvé que si on écrivait avec deux I, les deux I, quand on était en train de les dessiner comme ça sur une feuille, et si vous regardez le logo qui est juste derrière moi, en fait, voilà, sur le fond, on avait mis deux couleurs, un blanc et un noir comme ça, avec deux i comme ça bien haut. Et au final, ça nous parlait comme quoi c'était deux personnes. Donc un acheteur, un vendeur, un négociateur qui parlait avec un autre négociateur, etc. L'idée, c'était l'être humain qui avait au milieu. Et donc le i avec la petite boule comme ça en haut, c'était plutôt deux personnes, donc c'était leur tête. Après, on s'est dit, bon, si on fait avec deux i, ça fait bien immobilier. Donc, il n'y avait pas le mot IMO dedans, mais ça représentait quand même de l'immobilier derrière. Après, on a réfléchi sur les couleurs et moi, je voulais tellement quelque chose de différent et je voulais quelque chose d'agressif aussi et je voulais quelque chose qui représentait une certaine notoriété, une puissance sur le marché. Et au final, on a découvert le rouge qui était le rouge royal qui montrait, voilà, on est les meilleurs, on est au top, on est agressif aussi. Le rouge, pour moi, ça comme couleur, montrer de l'agressivité sur le marché, c'est ce que je voulais. À la fin, on arrive à, à, à une certaine idée de base. Voilà, on va écrire B-I-I-M-M et on a commencé à parler comment ça allait sonner. Et quand on disait B-I-M-M, BIM, on n'avait que BIM dans la tête. On était super contents de la trouvaille, comment on avait passé quelques heures à discuter ensemble. On a rigolé de tout ça, etc. Il se passe après 4 heures, 5 heures, 6 heures de discussion. On avait ouvert quelques bières, on était contents. Et on se sépare et on rentre à la maison tous. Et bien sûr, après chaque rendez-vous, pareil, mon associé et moi, on discutait pendant des heures. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On faisait un débriefing. Et on était contents de cette trouvaille, très contents de cette trouvaille. Et on se sépare. Il se passe un week-end, comme ça, il se passe un week-end, on se repose. Moi, je travaille très très dur, comme je travaille très très dur tout le temps. D'ailleurs, ça me fait rire quand on voit sur Internet des gens qui se lancent sur des business sur Internet en pensant qu'ils vont travailler 2 heures par semaine et ça va bien, ça va ramener des millions. Je comprends pas comment les gens pensent ça. Si on travaille pas des heures et très très dur, rien qui fonctionne dans cette vie. Et je travaille très très dur, que ce soit dans les formations, dans les déplacements, dans le coaching des gens, dans le recrutement. On faisait des tonnes de choses toute la journée. Et donc, le week-end, moi, je rentrais chez moi et je dormais. À peine j'arrivais le soir, je dormais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai divorcé plus tard. Parce que j'étais tellement claqué que je dormais à la maison quand j'arrivais. Euh, et donc, vendredi, samedi, il passe. J'y pense même plus. Lundi, on arrive au bureau et d'un coup, j'ai un coup de panique. Mais un coup de panique de folie. Pourquoi? Parce qu'on était presque prêt à prendre la marque BIM et, euh, et je n'arrivais pas du tout à faire la chose que j'ai l'habitude de faire toute ma vie lorsque je crée des entreprises. Parce que j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie, plusieurs marques, plusieurs logos. J'ai fait les comptes dernièrement, je suis à ma 18e entreprise dans ma vie, toute une vie d'entrepreneuriat. Et à chaque fois, il faut créer des marques, à chaque fois, il faut créer des logos. Et j'en ai fait plein, que ce soit pour moi, que ce soit avec des associés. Donc, j'ai créé beaucoup d'entreprises et à chaque fois, j'ai une méthode qui a toujours marché pour moi quand je voulais chercher une marque. Quand je voulais voir si la marque allait me plaire, si elle allait bien marcher, j'avais une méthode. Et cette méthode, c'était d'imaginer que je suis en train de parler au téléphone avec quelqu'un, donc quelqu'un qui m'appelle parce qu'il a vu une pub, et moi, je devais répondre au téléphone en disant la marque. Donc, quand j'avais sorti Phoeniximo, pour moi, ça m'allait bien, tu vois, sur la langue, en disant Phoeniximo, bonjour. À chaque fois que j'essayais de trouver une marque, peu importe les marques que j'ai pu trouver, je m'entraînais comme ça et pour voir si ça marchait en répondant au téléphone. Phoeniximo, bonjour. Donc, si ça marche bien quand je le dis, je me suis dit, donc, la secrétaire, l'assistante, les commerciaux, ils vont pouvoir le prononcer de la même manière. Ça sonne bien, on l'entend bien, les mots sont distincts, les lettres sont distinctes, on peut comprendre et ça peut rentrer dans le cerveau des gens. Donc, c'était ma méthode de savoir si la marque pouvait passer.
que ça soit à l'oreille, à l'écrit. Donc, il fallait que je le teste de plusieurs manières. Et quand j'ai fait ce test-là, après ce brainstorming qui a duré tout le vendredi, avec un peu d'alcool dans le nez, il se passe ce vendredi, samedi. Le lundi, hop, je me réveille, prêt pour le morning à 8h30, au taquet. Et sur le chemin, à l'époque j'étais beaucoup en scooter, donc sur le chemin, je me dis putain, bim, j'essayais de faire sur la route, comme ça, sur le chemin vers le bureau. Euh, et j'essayais de faire tourner le mot bim au téléphone pendant que j'étais au scooter. Je dis bim bonjour, bim bonjour. Et ça ne marchait pas. Et jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. J'arrive pas à dire bim bonjour. Il y a trop de B. Et ça sonne pas dans ma bouche. Je dis j'arrive pas à dire bim bonjour. Je peux pas. C'est juste insupportable. J'arrivais pas à le dire et ça sonnait pas dans mes oreilles. Et c'est simple. J'ai dit stop, je pue son nom. J'arrive au bureau, je fais le bim morning. Alors bien sûr, on avait dit à personne, à tous les négociateurs qui existaient déjà dans la société, on avait dit à personne que on allait lancer et changer de marque. On avait dit à personne. Et, euh, et alors, heureusement, parce que je n'étais même pas sûr que la marque était bonne pour nous. Donc, j'arrive au bureau, je finis le morning à 9h30 et j'appelle un des gars de l'agence de com. Et je leur dis, écoutez, on arrête tout, il faut réfléchir à un autre nom. Je laisse tomber, bim, ça marche pas. Et je leur dis pourquoi. J'arrive pas à dire bim, bim, bonjour. J'arrive pas. C'est nul, on change, on arrête tout, cherchez-moi autre chose. Et là, elle me dit, mais non, Daniel, je peux pas dire ça. Je dis, je peux pas, c'est simple, moi, ça marche pas. Si j'arrive pas à le dire, ça marchera sur personne. Ça me plaît pas. Euh, donc, je suis énervé, je suis déçu. Je dis ça à mon associé, il comprend ce que je dis. Il est peut-être pas d'accord, je m'en rappelle plus exactement, mais je dis, moi, je lance pas une marque où je me sens pas à l'aise. Et je dis, non, stop, on le fait pas, cherchez autre chose. Et un des gars, il me dit, écoute, Daniel, calme-toi, je te rappelle, on trouve une solution et je te rappelle. Donc, il se passe toute la journée. Je pense qu'il s'est passé une journée, en fait. Et je pense que le soir, il m'appelle, je crois, après la journée. Je pense que c'est le soir même ou le lendemain, je me rappelle plus. Je pense que c'est le soir même. Il m'appelle et je vois son numéro de téléphone. Je dis, bon, j'espère qu'ils vont trouver un truc sympa parce que, en fait, je suis totalement déçu, en fait. Je suis totalement déçu. Du fait, ça me sonnait bien au départ, ça me paraissait bien. On avait passé tellement d'heures, 3 mois de travail pour au final tout laisser tomber. J'étais déçu. Alors, c'est vrai qu'en argent, on n'est pas encore payé. Mais ça changeait rien. À un moment donné, il fallait les payer, ces gens-là. Ils n'ont pas travaillé pour rien. Et il fallait qu'on arrive à une conclusion. Sinon, ils ont travaillé pour rien. Euh, donc déçu. Et d'un coup, je reçois un appel et il me dit, écoute, Daniel, j'ai la solution. T'as la solution? Bon, vas-y, c'est quoi la solution? Il me dit, tu rajoutes .com à la fin. Et il me dit, essaye. Et là, j'essaye, je fais bim.com, bonjour. Et dès que j'ai essayé mon petit test, et ça m'a plu, je dis bim.com, bonjour, et là, ça marche, parce que le .com, il enlève le B qui fait bim, bonjour, et il me fait une petite différence, et je le fais rouler sur ma langue pendant quelques minutes, et je lui dis, ah, merci Laurent, c'était top. Euh, mince, on m'appelle, je coupe. Excusez-moi, Insta. Euh, et je trouve que bim.com, bonjour, ça marche. Je dis merci de m'avoir sauvé la vie. Bon, on recommence, on relance la machine de guerre et on avance. Donc, c'était OK pour moi sur bim.com. Ça a pris bien sûr quelques minutes pour qu'on se remette de nos émotions. Et on était d'accord que ça sonnait mieux au téléphone. Et moi, sans ça, je pouvais pas avancer. Bon, maintenant, on n'avait pas encore réglé l'histoire des couleurs parce que c'était que des idées. Et il fallait attendre quelques semaines pour que les graphistes se mettent en place, pour qu'ils commencent à travailler sur la charte graphique. Et il se passe quelques semaines pour qu'on trouve les couleurs exactes, pour qu'on trouve comment on allait écrire tout ça, les couleurs du i, les points du i. On s'est pris la tête pendant des semaines juste pour des couleurs. Bon, peut-être vous savez comment ça fonctionne, mais on regarde un peu les chartes graphiques différentes, on teste plein de trucs. Au départ, ils devaient se mettre en bleu, après en gris. Il y a tellement de trucs. Je sais que j'ai encore des documents là-dessus de l'époque. Et donc, au final, on arrive sur cette couleur, mais on n'a pas encore lancé la machine. Personne ne sait ce qui va se passer. Et donc, une fois qu'on est d'accord tous sur la couleur, sur le logo, sur les formes, on est tous d'accord. À ce moment-là, et on se dit qu'il faut lancer un nouveau souffle dans cette boîte qui était déjà en pleine expansion, qui était déjà en train de fonctionner. Il y avait de l'argent qui rentrait, il y avait des clients qui rentraient. Mais je pouvais pas dire, voilà les gars, on change de logo et c'est tout. Je pouvais pas faire ça. Moi, j'ai une sorte de, je sais pas, j'ai toujours envie d'en faire des caisses à chaque fois que je fais un truc. J'ai toujours envie de mettre tout en scène. J'ai toujours envie
de créer un effet euh, un effet waouh chez les gens. Et je me dis, on va pas lancer ça comme ça, on va faire un gros teasing. Plein de gens me disent tout le temps, je suis le roi du teasing. J'adore faire chier les gens avec ça. Et je sais que plus je crée le teasing comme ça, plus ça rend fou les gens, plus à la fin, l'attente, elle est énorme. Et à chaque fois, c'est à double tranchant de faire attendre les gens. Mais quand je pense que ça vaut le coup, je le fais. Et donc, je crée un document tout simple en disant, en envoyant un mail à peu près à 100, 120 négociateurs, et je leur dis, écoutez les amis, on a décidé de changer le logo, on a décidé de changer de marque, on a décidé de relancer le truc avec une plus grande folie, et on va faire quelque chose de génial, d'unique en France, et on a lancé un teasing avec une page où on a dit, on a essayé de leur faire tous deviner la marque. On a écrit un grand B avec 4 petits points. On leur a dit, celui qui trouve 10 000 euros, un truc comme ça. On avait fait un truc comme ça, un petit challenge. Et on avait lancé, on leur a dit, le 12 janvier prochain, on vous invite tous dans une salle pour faire une journée spéciale pour présenter la nouvelle version du logiciel, la nouvelle version du site, parce qu'il fallait tout changer. Il fallait changer le site, le logo, les marques, les chartes graphiques, les cartes de visite, etc., etc., etc. Donc il fallait faire tellement de travail. Donc on avait préparé dans un mois le changement. Et là-dessus, j'ai quelques vidéos intéressantes et je vais les retrouver. Je sais que je les ai. Et encore une fois, si ceux qui veulent un peu ce genre d'extrait, de choses, de compléments d'informations qui pourraient vous intéresser, parce que tout ce que je vous dis, en fait, il y a des traces, bien sûr, et j'ai plein de documents intéressants. Et moi, j'adore me replonger en fait dans ces trucs-là. Et j'ai préparé un dossier spécial que je partage avec tous ceux qui veulent recevoir ce genre d'informations supplémentaires, parce que pour se replonger un peu dans le passé. Et je rajoute à chaque fois des éléments. Donc ceux qui veulent voir de quoi je parle, que ce soit le logo ou justement ces vidéos. Alors j'ai quelques vidéos justement où on fait l'annonce du logiciel, on fait l'annonce du logo, donc dans une salle assez remplie de plein de négociateurs. On avait créé un événement. Et donc c'était le premier événement de la société. Et donc même cet événement, il est assez génial parce que quand on regarde aujourd'hui tous les réseaux qui existent, que ce soit les grandes marques, Century 21, ERA, Orpi, Foncia, Guy Hockey, etc., Capi, Optimum, etc., tout le monde, absolument tout le monde, appelait ça des conventions. Et, euh, et moi, je ne supportais pas ce nom convention. Je déteste tout ce qui est conventionnel. Je ne supporte pas. J'ai toujours voulu être original, même si tout ce que je fais, c'est pas toujours original. J'ai toujours voulu être différent. Et donc, je supportais pas quand les gens mettaient le mot convention. C'est conventionnel, on est standard, etc. Et je déteste ça. Et donc, à l'époque, on a dit la première soirée, on n'avait pas encore lancé la marque BIM. Et donc, je pouvais pas dire ce qu'on inventait plus tard pour l'année suivante, parce que c'était notre première année. Et donc, les années suivantes, on les a appelées les BIM Parties. Et là, on les a invités pour la réunion non conventionnelle. Et c'était une réunion non conventionnelle. Et après, dans le temps, l'année d'après, quand on a fait nos conventions, on les a appelées la BIM party non conventionnelle. Parce qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose de tordu ou fasse quelque chose de différent. Il fallait absolument que je me démarque. Et à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose normal ou standard, j'essayais de trouver un nom qui était pas du tout la même chose. Pour que les gens en parlent, il fallait que j'en fasse à chaque fois un pataquès. Et donc, j'ai décidé, voilà, on fait une réunion, et donc c'est passé le 12 janvier 2013, où à cette époque-là, on était déjà à peu près dans les 150, 190 négociateurs qui avaient signé des contrats, c'est à peu près les chiffres que j'ai en tête, et on a invité tout le monde à Paris pour une grande réunion non conventionnelle. Et donc, c'est devenu une habitude en fait, après la première fois. Donc la première fois c'était différent des 4 prochaines fois d'après, où justement les non-conventions qu'on avait fait, c'était à chaque fois sur 2 jours. Mais la première, c'était notre première en fait, il y avait beaucoup de monde qui devait venir, et donc c'était sur une journée. Et mon idée à moi, c'était de faire d'abord la première journée, la première matinée,
Enfin, la matinée, c'est de faire une sorte de formation, de réunion, de rappel de ce qui s'est passé. Et donc, mon objectif, c'était de faire un truc assez génial ce jour-là. Donc, on avait amené un photographe euh, pour photographier chacun des négociateurs à l'entrée, bien habillés, bien sapés, pour leur faire des nouvelles cartes de visite, parce que le nouveau site internet devait faire des choses intéressantes et surtout leur afficher des profils, etc. Et comme ils avaient tous des photos de merde, j'ai dit non, tous ceux qui viennent, ils vont avoir une photo professionnelle. Donc, on a un photographe, à peine ils arrivaient, tac, un super cliché. Et d'ailleurs, la photo que j'avais prise de l'époque, ça aussi, je vais la montrer parce que cette photo, elle a duré pendant 4 ans, en fait. Pendant 4 ans, j'ai affiché toujours la même photo, elle m'avait plu. Et tout le monde, c'est la même photo de cette époque-là, de janvier 2012, qui est restée pendant des années chez les négociateurs sur leur profil. Jusqu'à maintenant, les négociateurs ont cette photo sur leur page Facebook et sur leur compte LinkedIn, etc., de cette photo-là, qui était assez sympa. Et je les avais tous mis en noir et blanc. Ça faisait beau gosse. Et donc, ils avaient une photo. Première matinée, on parle des chiffres d'affaires de chacun. J'avais trouvé des noms, le meilleur négo, le meilleur truc. On avait les autres années, on avait commencé à faire ça comme des Oscars, mais la première fois, on savait pas comment faire réellement. Mais j'avais des remises de prix et j'avais promis un iPad à un des négociateurs. Donc c'était le moment de l'année où ça aussi c'est une histoire. Je vous raconterai ça dans le prochain épisode, l'histoire de cet iPad qui était quelque chose d'assez sympa parce qu'on était en train de lancer. Vous savez quoi, je vais la raconter maintenant. Je vois pas pourquoi je vais la raconter la semaine prochaine. Donc comme on avait une nouvelle version de logiciel avec une nouvelle marque, j'avais lancé et tout le logiciel était basé en fait sur la relation entre les acheteurs qu'on pouvait engranger et emmagasiner et avec les biens qu'on faisait rentrer. Et j'avais créé des outils au sein du logiciel qui me permettaient d'avoir des rapprochements assez géniaux entre les acheteurs et les vendeurs pour que le travail du négociateur soit facile. Et ça, c'était la première version. La première version. Et les prochaines versions, j'en parlerai par contre dans les prochains épisodes parce que j'avais créé des choses assez innovantes qui ont changé totalement la façon de faire de l'IMO. Jusqu'à aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Et donc, à cette époque-là, je voulais absolument qu'il y ait une quantité astronomique de contacts acquéreurs dans notre logiciel. Et on avait cherché des tonnes de solutions sur comment faire rentrer le maximum de contacts. Et donc les contacts, on les avait par exemple sur le site internet, sur SoLoger, sur Le Bon Coin. Enfin, Le Bon Coin n'était pas encore comme il est aujourd'hui. Donc on avait plein de sites internet sur lesquels on diffusait. À l'époque, on avait déjà entre 3000 et 7000 mandats qui généraient beaucoup d'appels. Et je voulais absolument pousser tous les négociateurs à saisir tous les contacts dans le logiciel, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, ça me rendait fou en fait que lorsque je travaillais en petit avant BIM.com avec 3, 4, 5 négociateurs, j'ai obligé le négociateur à saisir les contacts. Et maintenant qu'on avait 150 contacts, il y avait, je sais pas moi, une trentaine de contacts, 150 négociateurs. Alors je savais que le téléphone sonnait tous les jours, il y avait 30, 40 contacts acquéreurs dans la base de données, alors que je savais que ça générait 2000 et 3000 contacts par semaine. J'ai dit c'est pas normal, il faut les saisir. Donc on a essayé de trouver des solutions pour les obliger à saisir les contacts. Donc au départ, on a réfléchi à des outils informatiques qui n'existaient pas à l'époque. On n'avait pas trouvé la solution tout de suite. Je l'ai trouvé plus tard la solution, mais pendant cette époque-là, je l'avais pas trouvé. Et on cherche des moyens pas chers pour que tous les contacts qu'on recevait par mail ou dans des listings dans différents sites, on puisse les saisir rapidement et facilement. On est même arrivé à appeler des pénitenciers, donc des prisons, et on les a appelés pour savoir est-ce qu'il y a s'ils avaient des services comme ça où les pénitenciers, enfin les prisonniers, vous savez, ils ont tous des travaux d'intérêt généraux ou des travaux supplémentaires à faire quand ils sont en prison pour pas qu'ils se fassent trop chier. Et on est tombé sur des prisons qui nous disaient oui, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire ça. On a un atelier ordinateur et on peut leur donner la possibilité de saisir. Et ils nous avaient donné un prix d'à peu près 5 euros par saisie ou 2,75 €, enfin ce genre de prix comme ça. Par contact saisi, ça coûtait entre 3 et 5 euros la fiche. Alors, les calculs étaient très simples en se disant, moi je voulais saisir tous les contacts, on en avait à peu près 30 ou 40 000 contacts à saisir. Et là, je me suis dit, merde, si on saisit les 30 000 contacts et ça coûte 5 euros la fiche, même si on les négocie, c'est tout de suite 60 000 balles à sortir. Je dis, mais ça va pas, j'ai pas l'argent. Donc jamais je vais leur payer ça. Et on a commencé à réfléchir dans tous les sens. Et moi, à un moment donné, je trouve une idée, je lui dis, voilà, c'est simple.
si j'ai pas envie de payer les 2 euros et que ça coûte 30 000 balles, et qu'on trouve le moyen de motiver les négociateurs à le saisir, donc peut-être que ça a marché. Et j'ai trouvé l'idée simple de proposer un cadeau assez énorme et de faire une compète parmi les négociateurs. Et j'ai donné un challenge comme ça, je leur ai donné un challenge, je leur ai dit, celui qui arrive à saisir jusqu'au 12 janvier prochain 3000 contacts, je lui offre un iPad. Parce que mes calculs étaient simples. Hein. Si jamais c'était les prisonniers qui saisissaient ça pour 3 euros ou 5 euros, ça me coûterait tant. Et si j'offre un iPad de l'époque qui coûtait 700 euros, bon, pour 700 euros, je m'en sors, ça va, je peux sortir les 700 euros, ça valait le coup. Et donc, j'ai trouvé l'idée assez géniale de pousser les gens, et j'ai parié dans ma tête, en me disant que si tout le monde commence à saisir comme des fous, et que chacun, les 150 négos, juste en saisissent chacun 100, et ils sont 150, je vais en saisir 10 000. Donc c'est bon, ils vont courir. Même s'ils n'arrivent pas à 3000, c'est pas grave. En tout, on aura une quantité de contacts saisis. Et j'ai lancé la machine comme ça avec le cadeau iPad. 700 balles à investissement qu'on n'avait pas encore acheté. Et je me suis dit, s'ils arrivent à 3000, j'achète l'iPad. S'ils n'arrivent pas à 3000, ils auront au moins saisi. Euh, donc au final, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde commence à saisir comme malade des contacts acquéreurs. Tout le monde. Donc nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Et c'était ça les conditions. Vous saisissez, vous saisissez. Et donc la seule chose qu'ils faisaient toute la journée, c'est regarder les listes de contacts. Et ils saisissaient comme des fous. Et je voyais tous les jours ça augmenter, 100, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000. On est arrivé à 12 000 contacts saisis, mais personne n'était encore arrivé à 3000. Alors, sachez pour Instagram, pour ceux qui le suivent sur Instagram, que dans 1 minute 50, ça va couper. Donc, si vous voulez continuer la suite, parce que j'ai pas fini l'histoire, rejoignez-moi sur Facebook tout de suite, sur la page Facebook IBS Formation, S à la fin. Et le live continue là-bas. Donc, dans 1 minute 38 exactement, sur Instagram, ça coupe. C'est pour ça que je vous ai dit que vaut mieux aller sur truc. Et donc, et la course avait commencé, hop, en un mois, les gens commençaient à saisir. Donc, ils commençaient à saisir, ça monte 500, 200, 300, 500, 1000, etc. Et d'un coup, il y a des gens qui se rapprochent. Et moi, je les teasais, les gars, sur le logiciel, et je leur disais, écoute, il y en a un qui est déjà à 2000, l'autre qui est déjà à 2500. Commencez à saisir. Et je les boostais. Jusqu'à qu'il y en a un qui arrive, mais je le dis à personne. Et le mec qui était arrivé, il savait même pas qu'il était arrivé à 3000, il commençait à saisir. Il a saisi 3100, 3200, 3500, et je disais à personne qu'il avait réussi, et je disais, ouais, il est presque arrivé. Et je l'ai boosté pour qu'il continue à saisir. Et bien sûr, je savais qui était le gagnant, et une promesse, c'est une promesse. Donc, c'est sûr, on allait acheter le contact, l'iPad, mais j'avais dit à personne qui avait gagné. Le but, c'était de garder ça secret pour lui faire une super surprise. Et ce négociateur, qui n'était pas un négociateur exceptionnel, qui n'était pas très bon non plus, et il avait des petits problèmes d'argent, etc. Je me suis dit, il a gagné le truc, il le mérite, il a bossé dur, et ça va lui faire un super cadeau de motivation, et on va garder ça secret. Donc, tout le monde se prépare pour cette soirée, en fait, pour cette journée qui était censée être exceptionnelle pour eux, où on devait faire pas mal de choses. On devait donner des prix, je devais offrir l'iPad. Tout le monde voulait savoir qui devait gagner l'iPad, et je pense que la majorité des gens sont venus pour savoir qui a gagné l'iPad. Donc c'était le teaser le plus ouf que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et encore une fois, ils avaient tous en tête de savoir qui a gagné l'iPad. Vous savez quoi, je vais essayer de relancer le live sur Insta pour voir si ça marche, j'en sais rien, pourquoi pas. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie en fait. On va voir ça là. S'ils font 1 heure, à chaque fois après 1 heure, ils coupent. Après, je sais même pas si j'ai assez de batterie. Et donc, ils sont tous pressés de voir qui gagne l'iPad, combien de contacts il a saisi, et bien sûr, quelle était la marque. Parce qu'au final, ce que je leur avais donné comme info, il y a un B et 4 petits points. Personne ne savait ce qui allait être derrière. Et donc, ils arrivent tous les négociateurs. Il y avait à peu près 90 ou 100 négociateurs qui arrivent dans cette soirée. En fait, dans cette journée, une journée exceptionnelle qui s'est passée. Et donc, tout le monde se pose des questions. Et on a fait une belle brochure. Par contre, je sais que j'ai la brochure aussi. Je vous la donnerai pour ceux qui envoient un mail à @lepodcast.pro. Je vous enverrai aussi cette brochure dans le dossier. Et comme ça, vous pourrez voir tout ce que je vous dis. Et donc, dans cette brochure, il y avait marqué B, 4 points. On expliquait ce qui allait se passer dans la journée, le programme, etc.
Et, euh, et le but, c'était de faire une exposition. Et ce qui était prévu, c'est que les trois gars de l'agence de com viennent eux-mêmes présenter la marque et comment on l'a imaginé et qui donnent vraiment la plus-value. Et je voulais les mettre en avant parce qu'ils avaient fait du bon boulot. Et, euh, et donc ça, c'était le programme. Donc, à un moment donné, on arrive sur l'histoire de qui a saisi le truc. Et bon, il y a les photos, les premiers prix. Et à la fin, bien sûr, on affiche le nom du gagnant de l'iPad. Tout le monde sont comme des fous. Ils sont tous jaloux. Donc, on lui offre une boîte. Il sait même pas ce que c'est que dedans. Et hop, il ouvre l'iPad. Il est comme un ouf sur l'iPad. Bon, ce qui m'a déçu, c'est que quelques semaines plus tard, il a revendu l'iPad. Et là, ça m'a énervé. Mais il avait kiffé l'iPad, il va adorer, c'était un super cadeau, les larmes aux yeux, c'était top. Bon, une fois qu'on a fait tout ce truc-là, c'était la matinée, on va tous manger, et après on revient et on présente la marque. Et à ce moment-là, il y a eu un truc exceptionnel qui s'est passé. Et c'est tout de suite. Alors, ce qui était toujours marrant, depuis ce jour-là, on a gardé ça comme rituel, c'est qu'on rappelait à chaque fois qui était le premier négociateur qui avait signé le contrat avec nous, parce que c'était important pour nous de garder l'historique. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Une société, lorsqu'on la crée, il y a toujours un historique. Il y a la raison pour laquelle on le crée, il y a la raison pour laquelle ça continue, ça se développe, il y a l'historique de la boîte, et l'historique de la boîte, il reste dans le cerveau de gens qui ont vécu cette histoire. Et pour moi, c'était important à chaque fois de faire revivre ces moments-là en arrière pour que l'histoire soit diffusée parmi les gens, en fait. Que les gens se disent, ouais, tu sais que BIM, ça a été créé comme ci et comme ça, et que ces histoires circulent parmi les gens. Je pensais, en tout cas, jusqu'à maintenant, je pense que c'est très important de garder l'historique d'une boîte et de faire que cette histoire ait une importance. Et d'ailleurs, on a fait plein de choses intéressantes plus tard, on en parlera dans les prochains épisodes. Et donc, le moment est venu et on présente la marque et encore une fois on avait préparé j'avais tout synchronisé pour que à une certaine heure précise j'avais mes développeurs qui étaient au fond de la salle, un qui était au téléphone et le but c'était de dire à quel moment on allait changer les sites et le but c'était de en temps réel sur le projecteur tout change, le site change, Phoeniximo disparaît et la marque arrive et des applaudissements dans tous les sens, des photos, etc., etc. Et ça, c'était assez génial. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de smartphone aussi puissant qu'on a aujourd'hui. Et donc, j'avais un téléphone de merde, je me rappelle même plus ce que c'était. On avait filmé dans un petit format tout pourri. Et j'ai un peu de vidéos autour de ce sujet-là de l'époque. Mais ce moment a été assez exceptionnel entre l'iPad, entre le changement de logo, et tout le monde découvre le logo pour la première fois. Mais ils sont tous avec la même tête que j'ai eue lorsque les gens ils m'ont dit, voilà, on va chercher BIM. Et donc, ils ont tous comme ça vu BIM. Et donc, pendant un mois, je les avais teasés comme ça avec une lettre B et personne ne savait comment ça allait se passer. Personne connaissait le nom de domaine, personne ne connaissait rien, bien sûr. Et d'un coup, ils sont tous comme ça, silence total. Et là, d'un coup, alors, il y a un silence pendant quelques secondes. Et là, d'un coup, il y a un mec au fond. Et devinez qui a crié ça. C'était le premier négociateur qu'on mettait toujours en avant, qui avait écrit un truc dans la salle. C'est le premier, celui qui avait signé pour la première fois, qui était à fond avec nous. Et il crie dans la salle, il dit « Ouais, on est tous des beamers ». Et à partir de ce moment-là, tout a changé dans la boîte. Tout le monde a commencé à applaudir et il s'est passé plusieurs choses à partir de ce jour-là. Le mot BIM n'est pas simplement devenu une marque, c'est devenu un langage. Et j'en ai fait même un dictionnaire, tellement c'était marrant de ce qui se passait dans la tête des gens. À partir de ce moment-là, lorsque BIM est sorti, alors bien sûr, j'avais pas imaginé une seule seconde que ça allait se passer comme ça. Mais à partir de ce moment-là, et pendant la réunion, et pendant tout ce qui s'est passé après, tous les gens commençaient à utiliser le mot BIM comme les schtroumpfs. Et ça m'a fait rire parce que j'avais l'impression que j'avais une équipe de schtroumpfs autour de moi, parce que tous les deux mots dans une phrase, ils remplaçaient certains mots avec BIM. Et d'un coup, c'est devenu un langage. J'en ai fait un dictionnaire, on l'a diffusé sur Internet, et tous les jours, on donnait une nouvelle explication à des mots qu'on utilisait. Et d'un coup, c'est devenu, à partir de ce jour-là, hein, tout le monde s'appelait les beamers.
Et c'était super simplement génial. Et d'un coup, les gens disent, ouais, moi, alors, et après, dans les semaines qui suivaient, à chaque fois, quelqu'un avait pris un mandat, fait, moi, je suis parti en rendez-vous et je l'ai bimé, comme ça, je lui ai pris un mandat. Et quand ils arrivent au bureau, fait, bon, t'as bien bimé hier soir. Et comme ça, c'était devenu dans notre langage. Et après, on a fait un dictionnaire, on a essayé de donner des explications et des définitions pour que même les acheteurs nous appellent. Et quand les acheteurs et les vendeurs nous démarchaient au téléphone ou nous appelaient le standard, et ça c'était magique d'entendre ça dans la voix des gens. Et il y a des acheteurs qui nous disaient bonjour, est-ce que je pourrais parler à un beamer s'il vous plaît et ça c'était assez magique de faire que ce logo en fait devienne pas un simple logo, mais c'est devenu une façon de parler. Et c'est simple, on est rentré dans ce jeu pendant des années. Pendant des années, en fait, pendant les 4 ans qui ont suivi, c'est simple, c'était un langage. Les beamers, ils se battaient avec ceux qui travaillaient chez Capi. Les Capi, ceux qui travaillaient chez Capi s'appelaient les Capiciens. Et sur Internet, sur les réseaux sociaux, ouais, mais les Capiciens, vous êtes nazes par rapport aux beamers, etc. C'était une bataille de slogans comme ça qui marchait dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait que la marque était puissante. Ce qui s'était passé après, il y a encore des vidéos comme ça qu'on avait mis et je vous les enverrai les liens sur les mails que je vais vous envoyer pour ceux qui justement veulent ces informations. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir en fait que c'était c'est une vraie expression de Jones. Et donc il y avait Kev Adams qui a donné une énorme puissance à cette marque parce que Kev Adams en fait il utilisait ce nom tout le temps. Et je savais pas moi au départ. Et j'avais pris des passages, je faisais des captures d'écran. À chaque fois qu'Kev Adams s'y parlait, j'envoyais à tout le monde un moment où il disait un truc, fait, hey, bim, et voilà, c'était assez génial. Il y avait des moments où des animateurs ou des commentateurs de je sais pas quel événement sportif, à chaque fois ils utilisaient BIM. Et plus ça avançait, plus ça prenait de l'ampleur, ça prenait de l'ampleur, ça prenait de l'ampleur. On les avait tous oubliés Phoeniximo. Et il y a un truc qui s'est passé dans le futur, bon, pas tout de suite, mais quelques années plus tard, quand il y a eu certains problèmes qui sont arrivés, les gens pensaient en fait que la boîte Phoeniximo avait fait faillite et que BIM était une nouvelle boîte et ça a créé des rumeurs plus tard. Donc ça, c'est par exemple, c'est une des choses que j'ai appris sur le tas, en fait, dans cette situation-là, où le fait de changer de marque, d'abord, ça peut choquer plein de monde. Ça peut choquer plein de monde qu'on change de marque. Personne ne sait exactement pourquoi on change de marque. Moi, dans ma tête, c'était juste parce que la marque d'avant était naze, c'était moche. Je voulais juste changer. La société reste la même société, c'est juste la marque qui change. Et si jamais on fait pas une passation, en fait, si on n'essaie pas d'expliquer aux gens pourquoi les choses changent, en fait, on ne sait pas quel impact ça a sur les gens. Donc, il y avait tous les acheteurs qu'il fallait informer et on ne l'a pas fait assez bien. Il y avait tous les vendeurs qu'il fallait informer et on ne l'a pas fait assez bien. Tous les réseaux sociaux, on ne les a pas assez informés alors il y avait des milliers de personnes qui nous suivaient déjà. On envoyait des mails dans tous les sens, des alertes mails dans tous les sens, etc. On n'avait pas fait une bonne migration de marque. Euh, Ça, c'est par exemple une grave erreur de l'époque qui a fait que certaines personnes, pendant cette époque-là, pensaient que une des boîtes que j'avais créées, qui s'appelait Phoeniximo, a fait faillite et BIM a pris le dessus et qu'on avait eu le temps d'arnaquer les gens. Et juste parce qu'on a fait peur aux gens en changeant de marque. Même si nous, on n'avait même pas ça en tête du tout, les gens pensaient qu'il y avait un truc grave qui s'était passé. En fait, c'était juste un coup de com qui était arrivé. Et au final, on était fiers d'avoir ce genre de truc là. Et on a commencé à faire. Et dans cette soirée-là, on avait créé. Alors, il y avait un slogan qui était Immobilier Nouvelle Génération. J'avais inventé ce slogan-là à l'époque. Et c'était juste comme ça de dire voilà, on a une marque où il n'y a pas IMO dedans, on est totalement différent. Et même le concept des agences, on avait tout changé en même temps en fait. On avait changé la vitrine, on avait changé la charte graphique de notre vitrine d'agence, la seule qu'on avait à cette époque-là, au 97 boulevard Soult. Au final, on a eu une trentaine plus tard, mais ça, je vous expliquerai plus tard l'histoire des QG. Mais on avait changé tout le logo, on a changé Phoeniximo, on avait fait des vidéos, on a dit voilà, c'est fini, c'est fermé. Et donc, la difficulté enfin, le danger et le risque qu'on a pris, c'était de changer de marque sans informer les gens. Mais c'était un risque, mais je l'avais pas du tout perçu ce risque, pas du tout. C'était le genre de truc que j'ai même pas du tout fait gaffe. Et je savais pas en fait
qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient attachées à la marque Phoeniximo. Et j'avais même pas fait gaffe à la notoriété qu'on avait à l'époque, qui avait changé et qui avait basculé d'un coup. Et j'avais même pas fait gaffe, en fait, que ça pouvait faire faillite à la boîte direct si jamais les gens n'adhéraient pas. J'avais juste une envie folle de changer de marque, c'est tout. J'avais foncé comme un malade mental en disant on change de marque, on change tout, on change le logo, et j'avais pas pensé du tout aux conséquences. Et il y en a eu des conséquences. Alors, ce qui est bien à cette époque-là, c'est que les conséquences n'étaient pas gravissimes. C'est juste arrivé plus tard. Les conséquences graves. Parce que tous les gens m'ont rappelé cette époque-là, mais c'est venu plus tard. Mais il y a eu des moments de doute, que ce soit acheteur, vendeur, notaire, confrère, négociateur qu'on essayait de recruter, des gens qui existaient chez nous, ils avaient tous des doutes, il y avait des rumeurs. Et dans tous les sens, les rumeurs. Et ça, j'ai compris plus tard, en fait, que j'avais fait une grave connerie. Et la connerie, c'était la communication. Même si on essayait de communiquer bien comme il faut à l'extérieur, on avait négligé totalement la communication interne. La communication interne, en fait, elle est super importante pour que les gens qui vont maintenant découvrir la nouvelle marque puissent être les premiers utilisateurs de cette marque. Et merde, il y avait un mot que j'ai en tête là. Bon, peu importe. C'était les... Merde, j'ai un mot. Peu importe. En gros, il fallait communiquer. Et le fait qu'il y avait un manque de communication entre nous et nos clients, nous et nos confrères, ça a créé un doute. Et ce doute-là était très dangereux, je m'en suis pas rendu compte. Ça fait partie des choses maintenant que j'améliore dans mon travail de tous les jours aujourd'hui, dans les conseils que je donne aux agences, parce que très souvent, quand on veut changer maintenant des choses, et il y a beaucoup d'agences qui doivent changer des choses. Il y a beaucoup de mes clients, je leur dis il faut changer, il faut améliorer le concept, etc. Et le premier souci que j'ai, c'est de réfléchir à l'impact que ça va avoir sur les clients actuels. Et donc, voilà, ça fait partie des choses que j'ai appris. C'est la communication interne, très importante, voire primordiale. Mais la communication extérieure, c'est de réfléchir à toutes les possibilités. Et donc, j'ai remarqué aussi qu'il y a plein de boîtes qui ont ce même problème, qui était de changement de marque. Et je l'ai pas fait à cette époque-là, mais aujourd'hui je le fais. Ça m'est arrivé dernièrement de le faire. Et donc quand je change de marque sur une boîte, parce que ça arrive quand on crée un concept, on a une idée, mais on n'a pas réfléchi à tous les détails parce que je pense qu'il faut lancer vite une affaire pour vérifier si ça marche sur le terrain et après on réfléchit un peu plus dans les détails. Parce que si on prend trop de temps à essayer de chercher le projet le plus parfait qui existe, bon, on perd le momentum, on perd le bon timing et il y a beaucoup de gens, il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent pas parce qu'ils attendent la meilleure opportunité, le meilleur moment, le meilleur logo. Moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, je réfléchis. Si je pense que l'idée est bonne, viens, je la teste sur le marché tout de suite. Si le marché y répond, hop, on continue, on avance et on réfléchit plus tard à la mise en page. Il y a beaucoup de gens qui pensent l'inverse de moi, mais de l'autre côté, ces gens-là qui pensent l'inverse de moi, ils sont encore en train de réfléchir à leur idée, quand entre-temps, moi j'ai lancé d'autres idées et qui fonctionnent. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier. Importante par rapport à tout ce que je vous raconte depuis ces 4 derniers épisodes. Et je vous avais pas raconté ça dans le deuxième, qui était en fait le sujet. Mais je vous avais dit dans le deuxième épisode que il y avait eu un déclencheur au lancement de BIM. Le déclencheur, c'était la technologie. Le déclencheur, c'était la technologie qui me manquait pour pouvoir développer mon concept BIM.com et le réseau. Et la technologie qui me manquait, c'était pas spécialement dans le logiciel ou le logiciel en transaction, c'était les outils qui me permettaient de communiquer avec les négociateurs à distance. Comme BIM.com, c'était censé être un réseau de négociateurs dans toute la France, donc Marseille, Toulouse, Montpellier, alors que moi j'étais à Paris, derrière une caméra telle que je le suis maintenant. Et mais à l'époque, pour pouvoir développer le business, je savais qu'il me manquait un truc, qui était la vidéoconférence. Et le déclencheur, c'était le fait que j'ai trouvé pile poil au moment où, à l'époque, j'avais rencontré mon associé, j'ai trouvé une nouvelle société qui venait d'émerger avec un nouveau produit de vidéoconférence. Alors pourquoi je vous raconte ça maintenant? Parce qu'hier, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, j'ai fait quelques lives autour du salon dans lequel j'étais hier. En fait, je vais à tous les salons qui touchent à mon domaine, de près ou de loin, pour voir ce qui se passe tout le temps. D'ailleurs, je vous conseille de le faire tout le temps, c'est d'aller regarder ce qui se passe. Le meilleur endroit, c'est les salons.
Les salons vous permettent de discuter, d'échanger, de présenter votre service, de regarder ce qui se passe, la concurrence et autres, mais pas spécialement de regarder la concurrence, mais de savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Et j'adore faire les salons, j'y vais tout le temps. Et donc hier, il y avait le formation sur la formation en ligne, justement. Et je m'attendais pas du tout à rencontrer les gens qui m'ont permis en 2011 de créer Bim.com. Donc en 2011, je découvre une société qui s'appelle toujours Citrix Online. Et ils avaient créé un logiciel qui s'appelait GoToWebinar. J'étais le premier dans l'immobilier, vraiment le premier à créer de la vidéoconférence live et de la formation à distance. J'étais le premier. Tout le monde m'a copié après, mais j'étais le premier à lancer ça grâce à GoToWebinar. Personne ne le faisait. Je m'en foutais si les gens faisaient ou pas, mais j'ai dit, moi, c'est comme ça que je fonce. C'est comme ça que je crée mon business grâce à ça. Et c'est grâce à ça réellement que j'ai pu former, faire des réunions d'information, recruter, manager à distance des négociateurs. Grâce à une boîte qui s'appelait Citrix Online, qui avait créé un logiciel qui s'appelle GoToWebinar. Maintenant, il s'est passé un truc il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'ai décidé, après 8 ans que j'utilise GoToWebinar matin, midi et soir pour mes réunions, pour mes formations. Pendant 8 ans, j'utilisais ce logiciel et je payais tous les mois 200 € par mois, depuis 8 ans en fait, à cette boîte, pour utiliser tous les logiciels qu'ils me proposaient. Et pendant 8 ans, je leur donnais des remontées. Je leur disais, voilà, votre truc, il marche pas ici, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça, etc. Je leur essayais de leur donner des conseils avec ma vision des choses en tant qu'utilisateur depuis des années de leur solution. Jamais, jamais ils ont écouté quoi que ce soit de ce que je leur ai dit. Jamais. Il y a 3 mois, je découvre un autre logiciel. D'ailleurs, c'est le logiciel avec lequel je fais maintenant la diffusion en live sur Internet et partout. Et donc, je décide de changer de crèmerie. Et donc, je teste un nouveau truc et ça me plaît tout de suite. Je dis, c'est exactement ce qui me manquait chez Citrix Online. Et tout de suite, en quelques secondes, en fait, en quelques minutes, j'ai appelé la boîte. J'ai dit, je change de contrat. Est-ce que vous me récupérez? Quelles sont les offres que vous proposez, etc. En quelques minutes, j'annule le contrat chez Citrix Online. En quelques minutes, je change de logiciel. J'avais pas testé à fond, mais il m'avait montré les choses qui me plaisaient. Je dis, je change. Je change. Et hier, devinez quoi? Au salon, justement, de la formation en ligne, je rencontre une des personnes qui s'était peut-être ou pas occupée de mon dossier à une époque. Et je sors d'un stand et je les rencontre, je vois leur logo, Citrix Online, GoToWebinar. Et je vais les voir et je leur dis, comme ça, je viens dans le stand, je leur dis, écoutez, je suis très déçu de vous, vous m'avez déçu. Et voilà, je vous ai quitté il y a 3 mois et personne ne m'a appelé, je suis vexé. Alors bien sûr, je n'étais pas spécialement vexé, je m'en foutais un tout petit peu, c'est le business, c'est la vie, mais il fallait que je leur dise ça parce que peut-être que ça pourrait les aider. Et je leur dis comme ça. Et la fille qui était justement dans le stand, elle fait attendez, mais qui vous aide, pourquoi vous dites ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je lui raconte exactement ce que je viens de vous raconter maintenant. Elle dit ah mais c'est quoi votre nom? Elle note, elle dit ah mais je vous connais, etc. J'ai vu votre nom passer, etc. Je dis pourquoi vous nous avez quitté? Est-ce que c'est important maintenant? Jamais je reviendrai chez vous. Par contre, je vais vous dire exactement ce qui a manqué à l'époque et votre problématique. Et le problème c'est quoi? C'est que il y avait une personne là-bas qui travaillait chez Citrix Online qui justement écoutait tout ce que je disais. Et il s'avère que ce gars-là qui travaille dans Citrix, il a créé une autre boîte. Et le logiciel que j'utilise aujourd'hui, c'est un des gars qui a écouté les remontées terrain, peut-être des miennes, peut-être des autres utilisateurs, et il a créé exactement ce qui nous manquait chez Citrix Online. Il a créé une autre boîte concurrente, et ce gars-là a créé exactement la solution parfaite pour moi, et d'un coup, je passe chez eux. Et je leur dis ça. Et je leur dis que, regardez, à cause d'un manque d'intérêt des utilisateurs d'aujourd'hui, que vous avez eu pendant des années, et moi, je suis client chez vous depuis 8 ans. Depuis 8 ans, je dépense 200 balles par mois. Vous m'avez ni envoyé un mail, parce qu'en fait, il y a 1 mois de préavis lorsqu'on annule un contrat chez eux, et ils avaient 1 mois pour me relancer, pour me dire, mais pourquoi vous partez, restez un peu, ou on fait une réduc, etc., etc. Personne ne m'a contacté, ni par mail, ni par téléphone, ni nulle part. Et je leur dis, ouais, c'est une grave erreur, en fait, que vous faites. 8 ans, vous m'écoutez pas. Pendant 8 ans, je vous envoie des trucs, vous ne faites pas de remontée. Et à la fin, quand je m'en vais, personne me contacte. C'est pas que je suis très important dans votre vie, je suis un client parmi tant d'autres, mais voilà.
Je suis parti et ça se trouve, des milliers de personnes sont parties parce que vous écoutez pas. Donc, moi, je leur ai donné une bonne leçon à ces gens-là, pas pour les faire chier, mais en fait parce que c'est dommage. Et je leur ai dit un truc important, je leur ai dit, sachez une chose, Citrix Online, c'est que grâce à vous, en 2011, j'ai créé une boîte qui a généré des millions. Et parce que vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, je suis parti travailler avec une autre boîte qui va peut-être me permettre de générer encore des millions. Mais vous avez perdu un utilisateur qui était convaincu de votre système et vous n'avez jamais écouté. Et ça fait partie des conseils que je donne tout le temps aux agences et à mes clients en consulting. Je leur dis, voilà, il y a des remontées de terrain. Il faut écouter. D'ailleurs, moi, je fais ça tout le temps, à chaque fin de formation, à chaque fois que je fais une réunion, que ce soit présentielle, be-morning, coaching, podcast, peu importe. Je demande tout le temps que les gens me critiquent. Tout le temps. Alors, qu'ils critiquent ce que je dis, qu'ils critiquent la formation ou le contenu ou le formateur ou le débit ou ce qu'ils veulent et qu'ils critiquent. Et moi, je mets une importance capitale à ces critiques-là, parce que j'écoute tout ce qu'on me dit. Alors bien sûr, il faut se forger une sorte de se faire pousser une double peau, une peau de cuir comme ça pour pas être vexé à chaque fois qu'on nous dit des critiques. Mais pour moi, c'est la chose la plus importante dans ma vie, les critiques. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont méchants, qui vont juste critiquer un truc tout con, mais ils vont même pas essayer d'être bienveillants, donc ils font du mal. Mais avec le temps, je m'en fous un peu. Mais par contre, je lis tout ce qui se passe. Et quand je lis tout ce qui se passe, des fois c'est constructif, des fois ça l'est pas, des fois c'est pertinent, des fois c'est débile. Quoi qu'il arrive, quand je pense que c'est pertinent, je modifie et je change. Et ça fait partie des choses que très peu de sociétés font. Je vous donne un exemple puissant comme GoToWebinar qui n'écoute pas. Et donc, ils ont dû perdre des millions de personnes. Mais ça s'est passé exactement comme ça avec les taxis G7. Ça s'est passé exactement comme ça quand il y a Uber qui arrive. C'est exactement comme ça que c'est passé avec Bouygues Télécom. C'est exactement comme ça qu'il se passe avec tout le monde. Et le dernier en date qui cartonne, en fait, c'est Amazon, par exemple. Moi, j'adore une société qui s'appelle Amazon parce que leur objectif dans leur vie, Jeff Bezos, quand il a créé son système, il a dit peu importe ce que je vais créer comme monstre, j'en sais rien. Quand il travaillait dans son petit bureau à la con quelque part en Floride, j'en sais rien. Il a décidé que la chose la plus importante pour lui, ce sont les clients. Et il a dit, je vais tout faire pour qu'il y ait un service client de folie. Et aujourd'hui, je n'achète rien nulle part d'autre qu'Amazon, à part des cafés ou mes croissants ou un peu de trucs ici et là à Franprix. Mais tout ce que j'ai dans ma vie, ce que j'achète, c'est sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'assez puissant chez Amazon. Peu importe, alors j'achète des tonnes de trucs, hein, n'importe quoi que j'ai de matériel informatique ou autre, c'est sur Amazon. La chose qui est géniale chez Amazon, c'est que même quand on me livre le mauvais produit, il est cassé, il est pas bon, je me suis trompé, ils se sont trompés, peu importe. Je leur dis, je veux pas. Ils me disent, pas de problème, monsieur, on vous rembourse. Ils réfléchissent même pas une seconde, ils remboursent, ils règlent le problème. Et le fait que ces gens-là sont tellement attentifs aux besoins de leurs clients fait qu'ils sont parfaits. Et dans mon travail de tous les jours en tant que formateur, en tant que consultant, en tant que ce que je fais, je suis toujours à l'écoute de ce qui se passe par rapport à ce que j'ai vendu en fait comme service, par rapport à ce que j'ai proposé. Est-ce que c'est corrélé aux attentes? Est-ce que ça répond aux besoins, etc. Et il y a beaucoup d'agences, par exemple, et d'agences immobilières qui sont en train de travailler en ce moment même. Et quand je leur dis que ce qu'ils sont en train de faire, c'est sympa, mais c'est pas assez bien, ils disent non, mais nos clients aiment bien ce qu'on fait. Et moi, je leur dis, est-ce que vous leur avez posé la question à vos clients? Oui, mais il y a des gens qui achètent chez nous. Oui, je leur dis tout le temps, vous avez des clients qui achètent chez vous, mais vous savez pas pourquoi les gens qui n'achètent pas chez vous n'achètent pas chez vous. Donc, ils sont pas conscients de tout ça. Et toute ma vie, en fait, c'est basé là-dessus. Et ça fait partie des erreurs que j'ai appris à l'époque de BIM.com lorsque je changeais la marque. J'étais pas du tout à l'écoute de ce que les gens pouvaient penser de la marque Phoeniximo lorsque j'ai changé BIM.com. J'ai rien fait en termes de communication et ça m'a fait beaucoup de mal plus tard. Mais j'étais pas conscient de ça. Et depuis cette époque-là, parce que en fait toute cette histoire de diffusion de l'histoire de 2011-2015, BIM.com, cette histoire, c'est justement pour essayer de vous apporter quelque chose peut-être qui vous manque, peut-être que il vous manque de hauteur, il vous manque ce genre d'expérience que moi j'ai eu, ce genre de problème, parce que ça m'a créé des tonnes de problèmes plus tard. Hein. C'est une grosse histoire. C'est 5 ans d'activité avec des millions générés, des millions perdus. Et j'avais pas spécialement envie que cette histoire disparaisse du monde de l'immobilier, qui disparaisse de ma vie. J'avais envie de donner ce genre de conseils sur des erreurs que j'ai vécues, parce que une des choses que je fais tous les jours tout le temps, et ce que j'explique tous les jours tout le temps à des négociateurs, c'est
que j'ai une façon de penser qui est qu'on n'a pas le temps dans une vie, qu'on n'a pas le temps dans une vie de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et donc, je préfère tout le temps d'apprendre des erreurs des autres. Et j'essaie de transmettre ça aujourd'hui et avec tous les épisodes que j'essaie de créer, d'essayer à chaque fois d'en sortir une leçon que moi j'ai appris et peut-être ça va vous servir. Et donc, une des choses que j'ai envie que vous reteniez dans toute cette histoire de la marque, c'est à combien c'est important la communication et de prévoir les problématiques possibles. Et surtout, communiquer avec les gens, savoir ce qu'ils en pensent avant, pendant et après. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et depuis cette époque-là, je fais ça tout le temps. Je demande tout le temps des sondages, des questions. Et je dis à tout le monde, ouvrez-vous à moi, dites-moi tout. Et plus je pose des questions, plus les gens me disent. Et je suis pas arrivé à la perfection parce que ça n'arrive pas. Mais jour après jour, j'arrive à améliorer mon système. J'arrive à améliorer mes services. J'arrive à être de plus en plus proche de mes clients. Et au final, ça plaît. À la fin, les gens payent. Et à la fin, les gens sont fidèles à ce que je fais. Et bien sûr, je les remercie et j'espère que je vais continuer comme ça à écouter les attentes des gens. Et je vous conseille de faire de même. Alors, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, jeudi soir à 17h30 pour un autre épisode. Et là, ça va être encore différent parce que je vous parlais du premier million qui est arrivé et comment ça a changé complètement la donne. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de 1 million à 4 millions et à 3 millions et à 5 millions plus tard. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça, on va parler dans le prochain épisode. Comment on a fêté la première étape et comment on a changé de vitesse. On était à peine en première et on est passé à la deuxième, à la troisième en quelques mois. Merci sur Instagram de m'avoir suivi. Merci sur Facebook de nous suivre. Alors bien sûr, vous pouvez tous retrouver ce live en podcast sur Spreaker. Spreaker, c'est notre chaîne où je fais des podcasts en live et il y a une tonne de podcasts là-dessus. Quand vous êtes sur Insta, vous avez le lien de Spreaker, notre chaîne de podcast. Quand vous êtes sur Facebook, bien sûr, cette vidéo est tout le temps sur la page Facebook. Je vais aussi la mettre sur YouTube et ça va être diffusé demain ou après-demain sur YouTube en avant-première pour ceux qui ont raté ça. Et bien sûr, en podcast, il y aura toujours le replay. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui écoutent maintenant ou en replay demain d'écouter. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur Insta, sur Facebook, YouTube ou ailleurs. Laissez des commentaires, ça m'intéresse. Et tous ceux qui veulent avoir du contenu supplémentaire, envoyez un mail à bim.lepodcast.pro. Passez une très bonne soirée, amusez-vous bien et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.